Donc, je vais vous parler aujourd'hui des arbres et en particulier donc d'un côté qui est peut-être méconnu chez l'arbre, l'arbre un être hypersensible. Donc, avant de commencer à décrire cette sensibilité, eh bien, il faut, alors si ça marche, voilà. Alors attendez, parce que moi, il faut que je fasse quelque chose, voilà. Donc ça ne me gêne pas. Ok. Donc, pour savoir de quoi on parle, il faut d'abord définir ce qu'est la sensibilité. Alors, c'est un terme qui est un mot du français courant, mais c'est aussi un mot de biologie qui est parfaitement défini. Et donc, en biologie, la sensibilité est définie de la façon suivante. Donc, la sensibilité en biologie, c'est la capacité des êtres vivants à percevoir des stimuli à travers les sens. Donc, derrière sensibilité, il y a les sens. Par exemple, chez l'homme, sur le schéma qui vous est présenté, c'est la vue ou l'ouïe qui est mis ici en exemple. La sensibilité, donc, ça part de la perception du stimulus extérieur grâce à des récepteurs. Alors, l'œil pour la lumière et donc la vue, et l'oreille pour le son, et donc l'ouïe. Ces récepteurs vont traduire ces stimuli et envoyer des informations via le système nerveux jusqu'à un centre qui traite, c'est le cerveau. Et ce cerveau réenvoie des informations pour mettre en œuvre une réponse qui conduit à la sensation, donc la construction d'une image pour la vue ou d'un son pour l'ouïe. Donc, l'ensemble de ces deux choses, c'est-à-dire de la perception et de la sensibilité, pardon, de la perception et de la réponse, forment donc ce qu'on appelle la sensibilité. Donc, on va parler de sensibilité quand il y a à la fois perception suivie d'une réponse. Qui dit sensibilité, donc dit sens. Et chez l'homme, cette notion de sens a été définie, en premier chez l'homme, après chez l'animal. Les sens, ce sont les organes de la perception qui le renseignent sur le monde et qui lui permettent d'avoir une vie de relation. Alors, on peut se poser la question, chez les plantes, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des sens? Et chez les plantes en particulier, chez les arbres, est-ce qu'on va pouvoir également parler de sens? Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, si ça veut bien. Alors, j'ai des soucis pour passer les diapos et je ne sais pas pourquoi. Alors, excusez-moi, c'est coincé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit souci, peut-être avec la souris. Donc, les plantes sont-elles sensibles? Alors, depuis très longtemps, on a des exemples en tête de plantes qui semblent sensibles, c'est-à-dire par exemple la sensitive quand elle est touchée, ou la dionée qui est une plante carnivore lorsqu'une petite mouche se promène sur sa feuille. Donc, vous voyez à gauche la sensitive, je vais la remettre. On voit que dès qu'on l'effleure, les folioles qui composent cette feuille se referment. Et à droite, vous avez vu la petite mouche qui a été piégée dans la feuille, qui s'est refermée parce que la mouche a effleuré quelques poils sensibles et a déclenché le piège. Donc, la sensibilité chez ces deux plantes-là, c'est quelque chose de très visible et de très rapide. On a une perception, le toucher de la foliole, de la feuille, de la sensitive, ou le toucher des poils sensibles de la dionée, et on a une réponse immédiate, qui est un mouvement. Ce mouvement est réalisé grâce à des variations rapides de pression d'eau dans les cellules qui se trouvent à la base des folioles ou à la base de la nervure de la feuille de la dionée. Et donc, on a bien une sensibilité puisqu'on a à la fois la perception du toucher et la réponse, un mouvement. Donc, on peut bien parler de sensibilité chez les plantes. Alors, vous allez me dire, bah oui, d'accord, ces plantes-là, c'est vrai qu'on sait qu'elles sont sensibles, hein, on a déjà testé dans les jardineries, mais finalement, les autres, elles ne bougent pas, elles ne sont pas sensibles. Alors, on va regarder une autre plante, par exemple, les plantes grimpantes. Vous avez ici, à gauche, un petit chèvrefeuille sur un prunelier, et à droite, une petite tige de houblon qui grimpe, vous voyez, sur son support. Alors, évidemment, le film est accéléré, puisqu'on observe ici la croissance de cette plante. Et on voit bien qu'il y a, alors pardon, cette croissance, elle est réalisée parce que la face de la tige qui touche le support va s'allonger moins vite que la face de la tige à l'extérieur. Donc, dès que la tige touche son support, les cellules qui touchent le support vont s'allonger moins vite que les cellules qui sont de l'autre côté, vers l'extérieur de la tige. Ce qui explique le mouvement tournant qui épouse le support. Donc, encore une fois, là, chez les plantes grimpantes, on a une perception
pour la plante, elle perçoit le toucher, par le toucher, elle perçoit le support, pardon, et il y a une réponse qui est un mouvement de croissance, bien sûr très lent par rapport au mouvement de la sensitive ou de la dionée, mais c'est un mouvement quand même, et cette croissance, on appelle ça une croissance différentielle, parce que la vitesse de croissance est différente sur les deux faces de la tige. Donc, encore une fois, dans le cas des plantes grimpantes, on a bien une sensibilité, on peut mettre en évidence facilement une sensibilité. Alors, d'accord pour les plantes carnivores ou la sensitive, d'accord pour les grimpantes, mais les autres, toutes les plantes seraient-elles sensibles au toucher? Eh bien, oui, depuis maintenant plus de 30 ans, on étudie, enfin 25 à 30 ans, on étudie ces plantes, et par exemple ici, donc une publication de 2004 qui vous montre des plantes herbacées qu'on appelle l'arabette des dames. À gauche de la culture, les plantes sont très hautes, vous voyez qu'elles ont fait des tiges avec des fleurs qui sont très hautes, et à droite, on a touché ces plantes, les mêmes qu'au départ, on les a touchées 2 fois par jour. Et on voit que leur croissance est donc très diminuée, leur croissance en hauteur est très diminuée. De la même façon, ici, en pleine nature, à gauche c'était au labo, hein, dans un laboratoire, ici on est en pleine nature. Alors quand vous voyez une petite figure qui est mise en valeur ici, c'est parce que ce sont des travaux qui ont été faits dans mon laboratoire ou par des gens qui sont maintenant dans mon laboratoire. Donc ici, Bruno Moulia, j'en reparlerai au cours de la conférence parce que c'est le directeur actuel du laboratoire où je travaille et c'est un des grands spécialistes des réponses des plantes aux signaux mécaniques, donc au toucher. Et regardez ici une manip assez ancienne qu'il avait faite grandeur nature dans un champ de luzerne. Dans ce champ de luzerne, il avait placé un carré métallique avec du grillage à travers lequel les plantes ont pu pousser. Et poussant à travers les mailles du grillage, ces plantes se sont retrouvées finalement un petit peu tutorées par les grilles du grillage, par le treillis du grillage, et elles ont atteint une hauteur très importante. Alors que celles qui voient le vent, qui sont agitées en permanence par le vent, qui n'ont pas ce support du grillage, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus basses. Bien sûr, vous aurez compris que dans ce champ, toutes les plantes ont le même âge. Donc, il y a bien une différence de croissance très importante. Ça, c'est pour les plantes herbacées. OK? Et chez les arbres, voilà une expérience qui a été faite il y a quelques années au Piaf sur du noyer. Vous avez à gauche un noyer qui a été déterré, un jeune noyer, qui a poussé pendant plusieurs semaines dans un verger, donc soumis au vent pendant toutes ces semaines. Et à droite, le même noyer, du moins son frère, qui lui a poussé dans un tubex. Le tubex, c'est une sorte de tube en plastique creux à travers lequel l'arbre pousse. Le tronc est donc maintenu dans ce tube en plastique et il est donc moins soumis au vent. Il ne peut pas se fléchir librement dans le vent. Et donc, vous voyez la réponse de cet arbre dans son tubex, ou vous pouvez aussi voir la réponse de l'arbre au vent. Vous avez en fait une différence de croissance en hauteur. Lorsque l'arbre est soumis au vent, sa croissance en hauteur est beaucoup plus faible, très ralentie. Par contre, son ancrage racinaire est très augmenté et sa croissance en épaisseur au niveau du tronc est augmentée. Alors ici, ce sont des petites photos de coupe de tronc. Alors cette fois, c'est une expérience qui avait été faite sur le peuplier. À gauche, le tronc d'un peuplier témoin. À droite, le tronc d'un peuplier qui a été fléchi dans un seul sens, de haut en bas, ici sur la photo. Et on voit que le tronc est plus épais et surtout un peu déformé. Donc, on a une croissance en épaisseur qui est accentuée par le vent. D'accord? Tout ce que je viens de vous décrire là, la diminution de la croissance en hauteur, l'augmentation de l'ancrage racinaire et l'augmentation de la croissance en épaisseur, c'est ce qu'on appelle un syndrome de thigmomorphogenèse. Alors, dans la conférence, c'est une conférence grand public, donc je vais vous parler de science, mais de temps en temps, je vais vous donner des gros mots. Parce qu'en science, il y a plein de gros mots amusants, et donc thigmomorphogenèse, c'en est un. Il suffit de rechercher un peu l'étymologie du mot pour le retenir. Thigmo, ça vient d'un mot grec qui veut dire le contact. Morpho, c'est la forme, et la genèse, c'est la fabrication. Donc, en gros, c'est l'acquisition de la forme en réponse à un contact ou en réponse à un stimulus mécanique. Ici, le vent. Tout à l'heure, les plantes grimpantes, le contact au support. Tout à l'heure, la sensitive et la dionée, le contact également, le toucher. Donc, on a chez toutes les plantes, quelles qu'elles soient, une sensibilité
au stimulus mécanique, que ce soit le toucher ou le vent. On va assimiler le vent à un toucher parce que le vent va déformer les branches, va déformer la tige comme si elles étaient poussées. Alors, toutes les plantes et donc les arbres sont sensibles au toucher parce qu'on a bien une perception, la flexion des branches par le vent, le toucher, et la réponse, c'est le syndrome que je viens de vous décrire, qui est le syndrome de la thigmomorphogenèse. Donc, je vais vous présenter un petit peu les recherches qui sont menées au laboratoire sur cette thigmomorphogenèse et autres. C'est-à-dire, en fait, je vais vous montrer un petit peu les thématiques de mon équipe de recherche qui travaille sur la mécanoperception des arbres, c'est-à-dire en gros sur le sens mécanique des arbres. Comment perçoivent-ils le vent? Comment perçoivent-ils les stimulus mécaniques ou stimuli mécaniques de leur environnement? Et vous avez ici une photo pour vous montrer que moi, je vous parle toute seule ce soir, mais en fait, nous sommes nombreux dans l'équipe, une dizaine de permanents et pas mal d'étudiants qui passent au cours des années, au fil des années. Et c'est grâce à toute cette population de personnes, les techniciens aussi, les ingénieurs qui œuvrent au labo, qu'on peut avoir les résultats que je vais vous présenter maintenant. Alors, avant de rentrer dans le détail de la thigmomorphogenèse, de la réponse des plantes, des arbres au vent, on peut déjà se demander pourquoi, enfin, qu'est-ce que l'arbre, à quoi l'arbre est soumis comme contrainte dans son environnement, quelles contraintes mécaniques subit-il quand il est là dans une forêt ou dans un pré. Alors, pour illustrer ceci, une photo d'un chêne auvergnat, puisqu'il est pris dans la forêt de la Comté, et puis le chêne et le roseau de Jean de La Fontaine. Et puis vous avez aussi, pour les plus enfantins d'entre nous, ou les plus jeunes d'entre nous, une petite image de Joe Dalton qui essaye de soulever son rocher. Alors pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Un arbre, lorsqu'il est debout, ben, c'est quoi un arbre? C'est finalement un mât, son tronc, qui supporte une voile, son houppier. La voile, c'est l'ensemble, le houppier, donc c'est l'ensemble des branches feuillées. Et le tronc peut être considéré donc comme un mât, ici exactement comme le levier de Joe Dalton. Lorsque le vent souffle, ce vent exerce une force sur la voile. Cette force, on l'appelle la traînée, la force de traînée. Et cette force, elle est transmise le long du tronc, comme le long d'un bras de levier. Exactement de la même façon que la force qu'exerce Joe Dalton est transmise le long de sa perche, le long de son bras de levier, jusqu'ici sur le point d'appui au sol. Donc cette force exercée par le vent est donc transmise dans le tronc et s'exerce à la base du tronc. Et plus le tronc est haut, plus la force exercée à la base est grande. On appelle ça le moment de flexion. Et c'est la représentation de ce triangle rouge. La base du triangle est d'autant plus longue que l'arbre est élevé. Et au niveau du point d'attache de l'arbre au sol, c'est le pivot, c'est là que se trouve la force de bascule, si vous voulez, qui sera d'autant plus grande que le bras de levier est long et que le moment de flexion est fort. Ce qui explique que Joe Dalton, avec une toute petite force exercée au bout de sa perche, peut soulever un gros rocher. Et ce qui explique que le vent, qui peut être fort bien sûr, mais plus le vent souffle et plus la force exercée à la base de l'arbre est très grande et donc l'arbre risque la bascule. Et d'autant plus qu'un autre problème se pose à l'arbre, c'est qu'il a le fait qu'il grandit toute sa vie. Sa croissance, on dit qu'elle est indéfinie. Un arbre n'arrête jamais de grandir, même si sur la fin de sa vie, bien sûr, cette croissance se réduit, mais en tout cas, chaque année, chaque printemps, c'est ce qui se passe en ce moment, les bourgeons s'ouvrent et les branches s'allongent et tous les axes s'allongent et l'arbre monte en hauteur. Et le houppier s'étale et donc la voile est de plus en plus grande. On a pu mesurer qu'une augmentation de 30% de la hauteur d'un arbre, passer de 18 mètres de haut à 24 mètres de haut, ça double la force exercée au niveau du pivot. Donc ça double le risque de se retrouver par terre. Alors, que va faire l'arbre pour rester debout? Eh bien, il va résister. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, comment il apprend à résister tout au long de sa vie. Donc, pour résister, il va adapter sa croissance et il va faire de la thigmomorphogenèse. C'est-à-dire qu'il va, plus il voit le vent, plus sa croissance en hauteur est réduite, plus son ancrage racinaire est grand et plus sa croissance en épaisseur augmente.
Alors, le résultat, regardez ici un extrait d'un film qui était passé sur Envoyé spécial en 2017. Donc, j'ai juste pris un extrait qui montre deux arbres que nous avons ici dans nos serres. Je vais vous lancer le film, mais juste pour vous expliquer, l'arbre de gauche, ce sont deux peupliers relativement jeunes, hein. L'arbre de gauche est un arbre témoin à qui on n'a rien fait subir, il a poussé tranquillement. Et l'arbre de droite, on l'a fléchi plusieurs fois par jour. On l'a juste appliqué sur ce qu'on appelle un gabarit, c'est-à-dire une espèce de cercle, et la tige est appliquée et est remise droite, donc 2 fois par jour. Ce qui fait qu'en faisant cela, on espère induire la tigomorphogenèse. Et regardez ce qui se passe. Ici, donc, on va voir les deux arbres. L'arbre qui a été fléchi est moins haut que l'arbre témoin. Et voici Bruno qui va tirer sur les deux arbres. Il va les relâcher. Et regardez la vitesse d'oscillation. L'arbre normal oscille beaucoup plus longtemps, je remets un petit coup, que l'arbre qui a été fléchi plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que l'arbre qui a subi le stimulus mécanique, finalement, oscille moins et se stabilise beaucoup plus vite au vent que l'arbre normal. Ça permet à l'arbre donc d'être plus trapu. Son bois, en plus, est un peu différent. Ici, dans la coupe qui est montrée là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le bois qui est formé est appelé un bois de flexion. Il est un peu différent d'un bois normal. Et puis, ce bois, justement, qui est différent, permet à l'arbre d'avoir moins d'oscillations dans le vent. Il est donc plus résistant au final. Alors, comment l'arbre perçoit le vent? Parce que c'est OK, on voit la réponse, mais comment perçoit-il le vent? Alors, on a étudié cette perception, on a cherché à comprendre, et on a montré, il y a à peu près une dizaine d'années, que l'arbre perçoit en fait la déformation mécanique de ses cellules. Donc, la perception, la sensibilité de l'arbre, elle se passe au niveau cellulaire, à l'intérieur de sa tige, au niveau de ses cellules vivantes. Il perçoit les déformations mécaniques comment? Par un mécanisme qui est tout à fait analogue au nôtre et qui est un mécanisme hérité des bactéries. Alors, le mécanisme analogue au nôtre, c'est finalement celui du toucher. Quand on touche la peau, on déforme la peau. Et en déformant la peau ici, il y a des cellules qui perçoivent cette déformation et qui envoient des signaux électriques jusqu'au cerveau, indiquant donc le signal du toucher. Ici, vous avez des cellules végétales sur cette photo. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble des cellules vivantes. Elles sont ici limitées par un mur qu'on appelle la paroi, c'est de la cellulose. Et sous le mur, il y a une pellicule vivante qu'on appelle la membrane, dans laquelle se trouvent enchâssés des canaux, des sortes, ça ressemble à des diaphragmes d'appareils photo. Et ces canaux, lorsque la membrane est étirée, c'est le sens des flèches rouges, regardez ce qui se passe, on voit que le diaphragme de l'appareil photo s'ouvre. Et quand la membrane est moins étirée, le diaphragme va se refermer. Donc ces canaux, en s'ouvrant et en se refermant sous l'effet de l'étirement de la membrane, donc en fait de la déformation de la cellule, vont créer de petits courants électriques locaux qui sont le signal que perçoit la cellule en fait. Donc un mécanisme qui ressemble au nôtre et qui, donc je disais, hérité des bactéries, ça veut dire que percevoir les stimuli mécaniques de son environnement, ça semble être quelque chose de capital pour le vivant, puisque même les bactéries, les premières formes de vie, possèdent ce sens mécanique. Donc on est là en présence de quelque chose d'universel. Donc je répète, toutes les plantes possèdent cela, les arbres en particulier également. Ce processus de perception de la déformation mécanique des cellules est extrêmement sensible, extrêmement fort. Nous, on a étudié ça au niveau moléculaire. Donc, à l'intérieur d'une cellule, il y a tout un patrimoine génétique qui fabrique des molécules qu'on peut suivre, qu'on peut quantifier, qu'on peut identifier. Et donc, on a regardé, nous, chez le peuplier, on fléchit, vous voyez, une seule fois, on fait une flexion. On voit ici une petite photo de la main d'un collègue qui vient appliquer la tige du peuplier ici le long de ce gabarit sombre pour la fléchir. Et suite à une seule flexion, nous avons montré que pas loin de 3000 gènes s'allument ou s'éteignent à l'intérieur de ce peuplier fléchi. Alors réguler, ça veut dire ça. Ça veut dire
soit qui s'allument, donc qui vont produire quelque chose, soit qui s'éteignent, qui vont arrêter de produire quelque chose. En tout cas, il y a une réponse moléculaire qui est très puissante, très forte, et très rapide parce que cette réponse, elle a lieu dès les premières minutes qui suivent la flexion. Vous avez ici à droite l'image de l'allumage d'un de ces gènes qui porte le doux nom de PTA-ZFP2. Donc, peu importe le gène, hein, c'est un gène marqueur de cette réponse au stimulus mécanique. Vous voyez que dans le contrôle, ici, c'est la ligne, la colonne C, vous voyez que le gène s'exprime très très peu. Il est pratiquement éteint lorsque la plante reste normale, lorsqu'elle n'est pas fléchie. Et à droite, 1B, ça veut dire en anglais one bending, ça veut dire une flexion. Quand on fait une seule flexion, vous voyez que le gène en question s'allume 300 fois. 300 fois pour un niveau d'expression de gène, c'est énorme. Et ce, dans les 30 minutes qui suivent la flexion. Donc voilà un exemple d'une réponse puissante et rapide. Alors rapide à l'échelle d'une plante, c'est-à-dire que le temps des plantes, le temps des arbres n'est pas le nôtre. Il peut y avoir des réponses très rapides, bien sûr, hein, mais les minutes, c'est quelque chose de fréquent. Donc, on a bien un sens mécanique pour ces arbres qui s'apparente à un sens du toucher, et ce sens est diffus. Diffus, ça veut dire qu'il n'y a pas d'organe de perception des sens mécaniques, mais que toutes les cellules vivantes de l'arbre sont capables de percevoir leur déformation et donc de produire un signal indiquant qu'il y a eu une déformation. Alors, j'espère que ça va toujours, donc je continue. C'est vrai que je parle un peu dans le silence, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. Tout va bien? Est-ce que tout va bien? Personne ne répond. Oui, c'est bon. Oh, très bien, je continue. Alors, vous allez me dire, là, ce que je vous ai montré, c'est dans un laboratoire. Donc, encore une fois, ces scientifiques, ils sont bien gentils, mais ils travaillent dans les labos et ils n'ont pas tellement les pieds sur terre, donc ils ne savent pas ce qui se passe dehors. Donc, regardez, je vais vous montrer une expérience qui a été faite en milieu naturel. Alors, pourquoi on a fait ça? On a fait ça dans une forêt, vers Nancy, avec des collègues nancéens. Pourquoi on a essayé de regarder ça en milieu naturel? Parce qu'en fait, quand on a commencé à travailler sur la thymomorphogénèse et qu'on a montré, qu'on a commencé à diffuser nos résultats dans le milieu forestier en particulier, disant que lorsqu'un arbre est soumis au vent, il va pousser moins haut et il va faire plus de bois, on nous a un petit peu rionné au départ. On nous a pris pour des hurluberlus parce que les gens nous disaient, bah oui, mais le vent, ok, vous faites une flexion en labo, vous dites c'est du vent. Mais quand on voit dehors, le vent ne cesse de fléchir les branches et de faire osciller les troncs. Donc en fait, l'arbre est soumis au vent en permanence. Et donc, si c'est vrai ce que vous dites, l'arbre devrait répondre et faire de la thymomorphogénèse en permanence. Donc en gros, il ne pourrait jamais grandir, jamais s'élever, et il serait énorme. On aurait des forêts naines, des espèces de gros arbres nains très, très gros. Donc, effectivement, l'argument était fort. Donc, on est allé voir ce qui se passait en forêt. Alors, on a travaillé sur des hêtres dans une hêtraie. C'est une vraie forêt, hein, une hêtraie avec des hêtres de 25 à 30 ans qui ont à peu près une quinzaine de mètres de hauteur. C'est une manip qui est assez récente, qui date d'il y a 5 ans. Et on a 3 lots d'arbres dans cette forêt nancéenne. Alors, j'ai un peu triché parce que la photo que je vous mets, ce n'est pas une hêtraie nancéenne, c'est une hêtraie du Nord. Mais ce n'est pas grave, elle ressemble à celle-là. Et en plus, là, elle est prise en automne, alors que la manip, vous allez voir, se passe pendant la période de croissance, c'est-à-dire entre juillet et septembre. On a 3 lots d'arbres. Le premier lot, ce sont des hêtres témoins à qui on ne fait rien, qui sont libres d'osciller dans le vent, les vents de tous les jours, ce qu'on appelle les vents thermiques, et puis les vents un peu plus forts quand un coup de vent approche. Un deuxième lot, ce sont des arbres que nous avons aubanés. Alors, j'ai ajouté sur la photo 3 câbles noirs, des câbles en acier qui ont été fixés vers le haut du tronc. Et je vous montre ici un petit film où vous avez une vue d'un de ces arbres aubanés. Alors, j'espère que vous le voyez. C'est le seul qui ne bouge pas dans le vent, vous voyez? Il est là. Il est donc empêché d'osciller au vent et on voit très bien les 3 câbles qui le retiennent. Donc, celui-là, comme il est aubané, il ne peut pas fléchir au vent. Donc, théoriquement, il ne peut pas répondre au vent et donc, normalement, il ne devrait pas faire de thymomorphogénèse.
OK. Troisième lot d'arbres, nous avons cette fois des arbres qui sont laissés libres, mais on vient les embêter je crois que c'est 2 fois par semaine. On vient les embêter 2 fois par semaine pendant la période de croissance. Donc là aussi, il y a un câble qui est fixé au sommet ici, enfin du moins en haut du tronc, et l'arbre est tiré vers le sol pour qu'il soit fléchi, comme s'il subissait un coup de vent assez fort. Et on fait ça avec 3 forces différentes. La force 1, la plus faible, la force 2, la force 3. La force 3, c'est quand même une force qu'on a calculée qui représente un coup de vent de force 9 sur l'échelle de Beaufort, qui est l'échelle de mesure des vents. Force 9, l'échelle en possède 12, il y a 12 niveaux. Donc force 9 sur 12, c'est un fort coup de vent. Donc un gros coup de tempête pour cet arbre, 2 fois par semaine. Et on va, pendant toute cette période, mesurer la croissance en épaisseur des troncs. Alors évidemment, comme ce sont des grands arbres, c'est difficile de mesurer la croissance en hauteur. Donc là, on mesure la croissance en épaisseur. On a pour ça des capteurs que nous avons inventés au Piaf. Le capteur s'appelle le PEPI-Piaf d'ailleurs. Et c'est un capteur en fait qui va suivre la croissance en épaisseur très fine, au dixième de millimètre près, de ce tronc pendant 3 mois. Et on s'attend, au début de la manip, l'hypothèse, c'est que la croissance en épaisseur va être très forte dans le lot numéro 3, celle où on fait subir les coups de vent. Elle va être supérieure, mais quand même, il y aura une croissance en épaisseur dans le lot numéro 1, puisque l'arbre des lots témoins est soumis au vent. Et les derniers, ceux qui sont au banné, qui ne peuvent pas bouger, ceux-là, théoriquement, ne devraient pas avoir de croissance en épaisseur, ou du moins une croissance très réduite. Donc voilà ce qu'on attend. Le lot 3 supérieur au lot 1, supérieur au lot 2. Et voilà ce que nous avons obtenu. Donc ça, c'est toujours l'attendu, le lot 3 supérieur au 1, supérieur au 2. Voilà le graphe qu'on obtient. Alors, je vous le décris. Alors, je vous passe les détails, c'est parce qu'on a travaillé aussi en lien avec la lumière. Donc, on a ici les résultats sur des arbres dominants, mais on a aussi fait des mesures sur des arbres dominés. Mais peu importe, les résultats sont les mêmes dans les 2 lots. Alors, entre juillet, août et septembre, vous avez ici une courbe de croissance, qui est typiquement une courbe de croissance en épaisseur de bois, une courbe en S. Ça démarre doucement en juillet, ça augmente de manière exponentielle jusqu'au mois d'août, et puis ça va s'amortir vers le mois de septembre. Et vous voyez qu'il y a 2 lots d'arbres qui se détachent. Les lots, la croissance bleu clair. Alors pourquoi il y a un trait pointillé au milieu d'une zone bleue? Le trait pointillé, c'est la moyenne de la croissance de tous les arbres. Évidemment, on a beaucoup d'arbres, on fait des statistiques, on a des données statistiques. Donc ici, en fait, en bleu clair, vous retrouvez à la fois la croissance en épaisseur du lot 1 et la croissance en épaisseur du lot 2, ce qui nous a beaucoup surpris parce que ça veut dire que le lot 2 qui ne bouge pas, on pensait qu'il aurait une croissance extrêmement réduite et en fait, il a la même croissance que le lot 1. Alors, on peut le dire autrement, le lot 1, les contrôles, ceux qui oscillent dans le vent, finalement, ont une croissance en épaisseur relativement faible. Ça veut dire qu'ils ne font pas beaucoup de thigmomorphogenèse. Par contre, au niveau du lot gris, c'est cette croissance très forte qui est multipliée par 2 par rapport au lot bleu clair. C'est la croissance uniquement du lot numéro 3, mais les arbres qui subissent la plus forte force, c'est-à-dire le fort coup de vent de tempête de force 9, c'est la 3e force, et c'est cela. Et puis les 2 autres qu'on a fléchis également, ils se retrouvent avec les bleus clairs, c'est-à-dire qu'ils font également assez peu de bois. Alors, je vous ai sûrement perdu à ce moment-là, mais on va redire ce qu'il faut retenir de cette manip. La première chose, c'est qu'on n'a pas ce qui était attendu. On a une très forte production de bois uniquement lorsque l'arbre subit de forts coups de vent, et cette croissance est très supérieure à tous les autres lots qui se ressemblent, le lot témoin, le lot aubané, ou les forces plus ou moins faibles. Ça veut dire que c'est bien le vent qui fait le bois, mais le vent fort. Deuxièmement, ça veut dire que l'arbre, tous ces êtres, ceux des lots 1, 2, 3' et 3 secondes, n'ont pas vu le vent, n'ont pas répondu de manière excessive à ces vents. Ça veut dire qu'ils ont filtré ces vents courants. Ils n'ont pas subi le fort coup de vent de tempête, donc ils n'ont pas vu celui-là,
Et ils n'ont pas répondu, ou très peu, au vent courant. Ça veut dire que l'arbre, au cours de sa croissance, au cours de sa mise en place, est capable d'apprendre de son expérience. Un arbre jeune va répondre à des coups de vent assez faibles, et plus il vieillit, plus il grandit, plus il s'installe, et moins il répond à ces vents-là, et c'est seulement les vents très forts qui vont déclencher la réponse de thigmomorphogénèse. Alors ça, c'est fort, parce que ça veut dire par là qu'on a montré que les arbres étaient capables d'apprendre. Alors, de l'apprentissage, est-ce que c'est vrai? On va regarder un petit peu. Là, cette fois-ci, je reviens au laboratoire. Je reviens sur de jeunes peupliers qu'on fléchit une fois. Vous vous souvenez, je vous l'ai montré tout à l'heure, on a suivi l'expression de ce gène marqueur qui a été multiplié par 300. Et mes collègues ici, et moi-même, nous nous sommes amusés à refaire une deuxième flexion derrière cette première. Donc, c'est ce que va montrer ici la suite du graphe. Alors, ici, là où j'ai mon curseur, ma flèche, on a fait la deuxième flexion, 2B, ça veut dire deux flexions. On l'a fait une journée après la première. On a fait la deuxième flexion 24 heures après la première. On s'attendait à une réponse équivalente à la première, et là, regardez, surprise, la réponse est extrêmement réduite. On a recommencé plusieurs fois, et plusieurs fois, on obtient le même résultat. Ça veut dire que deux flexions assez proches l'une de l'autre, alors là, c'est 24 heures, puis après, on est descendu. Pour y aller à moins de 24 heures, l'arbre ne répond pas à la deuxième flexion. Comme s'il avait mémorisé, entre guillemets, la première flexion et qu'il évitait de répondre à la deuxième. Pas la peine de répondre, j'ai déjà vu la première, j'ai répondu. On s'est ensuite amusé à espacer la deuxième flexion de 3 jours, 5 jours, 7 jours, 10 jours. Et il faut justement à peu près 10 jours pour retrouver le niveau de réponse de base. Donc, vous avez bien compris, à chaque poteau, là, on espace en fait la deuxième flexion d'un peu plus de jours. Là, de 3 par rapport à la première, là, de 5 jours par rapport à la première, etc. Donc, en fait, on a montré qu'un arbre était capable de modifier sa sensibilité au stimulus mécanique, en fait, sa sensibilité à la déformation mécanique de ses cellules, et en fait, faisant cela, il fait de l'accommodation. Il accommode, il ajuste son niveau de sensibilité. Et donc, plus les flexions sont rapprochées, et bien plus son niveau de sensibilité augmente, c'est-à-dire qu'il faut de fortes flexions pour qu'il réponde. L'intérêt écologique de ce processus que nous avons donc démontré en laboratoire et sur le terrain, c'est que l'arbre, une fois installé dans la forêt, ne voit plus les vents courants, ce qu'on appelle les vents thermiques journaliers, qui agitent légèrement les branches. Il filtre ces vents courants. Et donc, il ne répond plus. Ça évite une débauche d'énergie, si vous voulez. Donc, visiblement, l'arbre est capable d'un apprentissage, une sorte de mémoire qui ressemble à une mémoire d'apprentissage chez l'homme ou chez l'animal. Alors, si je fais le bilan de ce que je viens de vous raconter sur le vent, c'est pour vous permettre de faire une petite pause, on a vu que l'arbre perçoit le vent par la déformation mécanique de sa tige ou de ses branches, et ça passe par la déformation mécanique de ses cellules. L'arbre est capable de s'acclimater au vent de deux façons. La première, c'est qu'il adapte sa croissance en faisant de la thigmomorphogénèse, donc il adapte sa croissance en hauteur et en épaisseur en réponse au vent qu'il perçoit. Et il est capable d'accommoder, c'est-à-dire qu'il se désensibilise, si les sollicitations se répètent trop souvent. Et il ne répondra que s'il a une sollicitation plus forte. L'intérêt de tout cela, c'est quand on est un arbre, optimiser en temps réel son dimensionnement. Donc, effectivement, c'est d'adapter sa croissance au jour le jour et finalement à la quantité de vent reçu. C'est faire du bois grâce au vent. Donc, je répète, c'est le vent qui fait le bois. Et voilà bien un facteur peut-être qu'on oublie dans nos forêts, dans nos parcelles boisées. S'il n'y a pas de vent, eh bien, il y a moins de bois. Et puis, cet intérêt écologique de l'accommodation, on l'a déjà dit, c'est ne pas surrépondre au vent courant. Et puis, l'avantage principal va se voir avec
Cette photo, évidemment, c'est de résister, d'apprendre à résister au vent. Pardon. Ah, voilà. Apprendre à résister au vent. Donc, je voulais juste vous décrire cette photo. Vous avez ici une parcelle boisée, une plantation de résineux, et vous voyez une tempête est passée. Toute la parcelle est par terre, sauf les arbres de la lisière. Et c'est assez fréquent. Après un coup de tempête, c'est assez fréquent de voir que les arbres du bord de la parcelle ou du bord de la forêt sont toujours debout. Pourquoi? Parce qu'en général, ils sont plus petits, avec des troncs plus gros, et donc ils sont plus résistants aux tempêtes parce qu'ils ont fait de la thymomorphogenèse pendant toute leur vie, vu qu'ils ont été soumis au vent de la lisière. Donc voilà une preuve grandeur nature. Alors, après le vent, quelle autre contrainte mécanique doit subir un arbre qui vit debout? Cette deuxième contrainte mécanique qui est importante, c'est la gravité. La gravité, c'est cette force qui fait que tout objet qui s'élève au-dessus du sol risque de retomber assez vite. Donc, c'est la pomme de Newton, mais imaginez, vous-même, vous êtes un être érigé dans le milieu aérien, et donc vous luttez contre la gravité en permanence pour vous tenir debout. Les arbres font pareil. Et quand ils perdent la verticalité, comme ici sur cette photo de mélèze qui pousse dans un talus de forêt, dans les Alpes, ou ici, ce petit peuplier qu'on a embêté, vous voyez, on lui a mis la tête en bas. Alors au début, où on lui met la tête en bas, la tige est parfaitement droite, et puis en 24 heures à peu près, 24 heures, 48 heures, on voit qu'il s'est courbé et qu'il a fait demi-tour et qu'il pousse à nouveau vers le haut. Ici aussi, un jeune peuplier du laboratoire dans un pot de quelques semaines, et là, on penche le pot, et vous voyez que la tige fait une jolie courbe ici, pour retrouver la verticale. Alors, ça y est, ma souris ne marche plus. Ah ben, zut. Donc, excusez-moi, sans souris, vais-je pouvoir faire? Oui, je vais faire comme ça. Alors, donc, cette gravité, elle permet à l'arbre de trouver la verticale et surtout de se redresser lorsqu'il la perd, en cas d'inclinaison. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer. Je vous ai parlé jusqu'à présent de la résistance au vent, et là, je vais vous parler de la résilience. La résilience, c'est un joli mot qui désigne la capacité de rebondir dans la vie. Eh bien, un arbre, lui aussi, fait preuve de résilience, vous allez le voir. Donc, un arbre, mais pas seulement d'ailleurs, les plantes en général. Ici, vous avez une petite plante qu'on appelle une arabette des dames. C'est une sorte de petite mâche qui va, donc ça fait des feuilles en rosette plaquées sur le sol, puis ça fait une longue tige avec des fleurs. Et on l'a mise à l'horizontale. Et regardez ce que fait cette arabette en quelques heures. Le film est accéléré, évidemment. Elle se courbe vers sa base et elle retrouve la verticale vers le haut. Exactement comme mon jeune peuplier l'a fait ici, en se courbant lorsque je lui avais mis la tête en bas. Ce mouvement que fait l'arabette ou que fait le peuplier, c'est encore un mouvement par croissance différentielle, c'est-à-dire qu'en fait, la face de tige ici vers l'intérieur de la courbure s'allonge moins vite que la face qui est située à l'extérieur de la courbure. Donc, on a à nouveau une perception pour la plante. Elle perçoit qu'elle est inclinée, qu'elle n'est plus verticale. Elle répond par un mouvement de croissance qui lui permet de se redresser vers le haut, de se courber et donc de se redresser. Et donc, on est encore bien en présence d'une sensibilité. Vous êtes d'accord? Et cette sensibilité ici, on l'a même baptisée la sensorimotricité. La sensorimotricité chez les plantes, c'est la capacité de sentir, c'est le côté sensoriel, et motricité, c'est le côté moteur, c'est le mouvement. Donc de vrais mouvements, hein, là aussi peut-être que vous n'avez pas conscience que toutes les plantes et les arbres sont capables d'avoir des mouvements. On a l'impression qu'elles sont immobiles, leur seule mobilité serait donnée justement par le vent, mais pas du tout. Elles ont bien des mouvements, mais ces mouvements sont très lents parce que ces mouvements sont liés à de la croissance. Alors, ici, par exemple, je vais vous montrer un gros arbre. Parce qu'avant, c'était un petit arbre, le peuplier qui a la tête en bas, ou l'arabette qui est planchée, c'est une plante herbacée. Voici ici un gros arbre qui a été coupé. C'est un sapin. Ce gros arbre, vous voyez qu'il lui arrivait des choses bizarres. Alors, il a été coupé en 2016, ce sapin.
et il était né en 1986. Vous savez qu'un arbre, ça grandit, ça met en place des cernes de bois chaque année, et chaque cerne s'ajoute aux cernes précédentes vers l'extérieur. En fait, le cerne est fabriqué à la périphérie du tronc, juste sous l'écorce. Donc, en gros, le dernier cerne qui a fabriqué ce sapin avant d'être coupé, il est là, c'est le cerne de 2016. Et vous voyez que l'intérieur, quand même, est bizarre, parce qu'on voit vers le début de la vie du sapin que les cernes sont bien réguliers, et puis qu'il est arrivé quelque chose, et que tout d'un coup, les cernes sont devenues bizarres. Alors, ces cernes sont toujours bien concentriques, hein, bien sûr, vous pouvez les suivre, mais on voit qu'ils sont déformés très fortement d'un côté, ce qui donne d'ailleurs une déformation générale du tronc, hein, ça l'a ovalisé. Alors, on va regarder ensemble ce qui s'est passé. Donc, d'habitude, quand je suis dans une salle de conférence avec vous, je vous fais compter en direct. Donc là, comme vous êtes silencieux, j'imagine que vous allez compter avec moi. Donc, on a 2016 ici, ça veut dire qu'on a 2015 ici, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0, la fusée est partie, et avant 0, c'est 1999. Donc, vous voyez qu'il y a eu quelque chose entre la croissance de 1999, où le CERN est normal, et la croissance qui a eu lieu à l'an 2000, pendant la reprise de croissance en l'an 2000. Et vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé à Noël 99, où il y a eu la fameuse tempête de Noël 99. En fait, il y a eu 2 tempêtes qui sont passées sur la France d'ouest en est. Ces tempêtes s'appelaient Lothar et Martin. Elles ont mis par terre beaucoup de nos arbres, beaucoup de nos forêts. Et ce sapin qui avait ici une quinzaine d'années, eh bien, il s'est retrouvé incliné par la tempête. Il n'a pas été complètement déraciné, ce qui fait qu'il a continué à vivre. Et au printemps de l'année 2000, il a repris sa croissance. Mais comme il était incliné, eh bien, il s'est mis à faire un bois bizarre sur une de ses faces. Ce bois bizarre, vous allez voir ce que ça a permis de faire, ça a permis de le redresser. Ce bois, on l'appelle un bois de réaction. Réaction à quoi? Réaction à une perturbation. Et là, réaction à une inclinaison. Donc, effectivement, les arbres au cours de leur croissance, de jeunes à vieux, vont mettre en place des muscles de bois pour se redresser lorsqu'ils ont un problème, un pépin dans la vie, donc une inclinaison par la tempête, par une pente, un glissement de terrain, le poids de la neige, que sais-je. Et bien sûr, si l'arbre n'est pas déraciné, eh bien, il va rebondir. Il va fabriquer ici, chez le sapin que nous avons vu, ce bois de réaction sur la face inférieure de son tronc. Et ce bois se dilate dans la longueur du tronc en maturant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces cernes sont installées sur la base du tronc, ici, vers dans le sens de la pente. Et le bois se dilate comme un vérin et va donc pousser l'arbre vers le haut. Ce bois est donc appelé un bois de compression parce qu'il pousse le tronc vers le haut. Ça, c'est chez les conifères. Et chez les feuillus, on va retrouver le même principe, sauf que c'est inversé. Mais en fait, l'évolution a sélectionné le même type de processus pour permettre à un feuillu de se redresser. Donc ici, chez les angiospermes, c'est les plantes à fleurs, donc les feuillus sont des arbres qui fleurissent, des arbres à fleurs. Donc on est bien dans le cas des feuillus. Un arbre à feuillus va fabriquer un bois de réaction sur la face supérieure de son tronc incliné. Vous avez ici une coupe de chêne qui était un tronc penché et qui a fabriqué ici un bois de tension. Alors pourquoi tension? Parce qu'en fait, ce bois-là, à l'inverse du bois de compression, ce bois se rétracte dans le sens longitudinal du tronc en maturant. Alors pourquoi je vous ai mis une photo d'un squelette avec un biceps? Eh bien parce que ce bois finalement se comporte exactement comme un biceps. Le biceps rétrécit et en rétrécissant, il permet la levée du bras. Voilà, donc c'est exactement le même principe dans le bois de tension. Le bois de tension, ce sont des haubans qui sont mis en place à l'intérieur du tronc, sur la face supérieure du tronc, et qui vont, en se rétractant, tirer le tronc vers le haut et permettre donc son redressement. Donc, bilan de ce qu'on vient de dire, pour se courber, pour se redresser à la verticale, un arbre se courbe, avec ici un bois de tension, ce sont des hêtres ici, donc un bois de tension qui se rétracte ou un bois de compression qui pousse, on est d'accord.
Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il n'y a pas que la courbure de la base pour se redresser à la verticale, pardon. Il y a aussi, vers le haut du tronc, un dépôt de bois, le même bois, un bois de réaction, bois de tension ici, sur la face opposée à la face où ça s'est courbé. Donc en gros, si je fais le geste, ça se courbe ici à la base parce que ça se rétracte et ça se décourbe de l'autre côté parce que ça se rétracte de l'autre côté. Donc en gros, ça va danser, si vous voulez, exactement comme le fait cette petite arabette. Je la remets. Vous voyez, elle se courbe et elle se décourbe avant d'atteindre la verticale. Eh bien, un arbre fait exactement la même chose. Nous avons suivi pendant une année le redressement de jeunes arbres en verger et on a suivi, on a photographié et numérisé les photos et on voit très bien la forme de cet arbre qui est courbé puis décourbé. Donc, pour se tenir debout à la verticale, un arbre penché se courbe et se rectifie, se courbe et se décourbe, se redresse et se rectifie si vous préférez, et finalement, il se contorsionne, un petit peu comme le tai chi qui se contorsionne pour trouver son équilibre et rester bien droit à la verticale. Alors, côté sensibilité, on est d'accord, on a vu, bon, ça se courbe, ça se décourbe, et qu'est-ce que perçoit l'arbre incliné? Eh bien, pour répondre à cette question, on va déjà faire un pas de côté. Ah non, pardon, excusez-moi, avant de faire le pas de côté, je m'excuse. On pourrait penser, on peut le dire d'ailleurs, peut-être que ça vous est venu à l'esprit, que l'arbre perçoit le fait que la lumière, elle est en haut, puisque le soleil est là-haut, et qu'un arbre pousse vers la lumière, une plante pousse vers la lumière. Vous le savez, hein, quand vous mettez votre plante verte sur le bord de la fenêtre de votre cuisine, c'est souvent que vous devez la tourner parce que, immanquablement, la tige se penche vers la fenêtre, les feuilles se tournent vers la lumière, et donc si vous voulez une plante bien droite, vous êtes obligé de la tourner de temps en temps. Donc, la première chose qu'on pense, c'est la lumière qui permet à l'arbre de se redresser et de retrouver la verticale. Alors, vous savez qu'en science, quand on fait une hypothèse, un facteur est le facteur qui agit. Eh bien, pour être sûr que c'est lui, il suffit que je fasse varier ce facteur-là, voire même que je l'éteigne complètement, tous les autres facteurs autour de la plante restant parfaitement contrôlés. Okay ? Donc, faire varier un seul facteur, c'est la règle en science. On est d'accord. Seulement, la lumière, c'est embêtant, parce que moi, j'ai besoin de la lumière pour faire pousser mon arbre. Et la réponse de l'arbre, le redressement de l'arbre, c'est une réponse de croissance. Donc, obligatoirement, il lui faut de la lumière pour avoir cette croissance. Donc, je ne peux pas éteindre la lumière pour observer si elle manque ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Au Piaf, on est malin et on s'est dit, puisqu'on ne peut pas éteindre la lumière, on va inonder l'arbre d'une lumière isotrope. Ça veut dire quoi? Au lieu qu'elle vienne du haut, le soleil, on va mettre la plante dans un environnement lumineux parfaitement homogène et on va l'éclairer par le bas, par les côtés, par le haut, par tout ce que vous voulez, dans une espèce de bulle de lumière. Donc, on a construit une sorte de grosse sphère qui s'ouvre en deux. Alors, quand je dis qu'elle est grosse, vous voyez, il y a un collègue ici qui donne l'échelle. Et là, il y a le micro d'un journaliste qui est en train de lui parler. Donc ici, Eric nous dit que la sphère, elle fait 2 mètres de haut. Et quand on l'ouvre, donc, on voit qu'elle est tapissée de lumière partout. Et donc, la plante qui va être placée là, à l'horizontale, on va regarder. Est-ce qu'elle se redresse? Elle ne va pas se redresser à cause de la lumière puisqu'il y en a partout. Si elle se redresse, c'est autre chose. Alors, c'est ce qu'on montre ici sur ce film. Donc, je vous laisse admirer. Vous avez ce jeune peuplier qui a été placé à l'horizontale. Et vous voyez des variations de lumière dans la sphère parce que j'ai oublié de vous dire qu'on mime le jour et la nuit. Et puis, on prend des photos de temps en temps pour voir la progression du mouvement de ce jeune peuplier. Le tout est accéléré pour pouvoir vous le présenter en moins de 7 jours. Donc, ce qu'on voit ici, vous voyez très bien que le peuplier qui pousse là par son apex, il est en train de se courber et qu'il est en train, alors vous voyez ici on visualise des points, il est en train de retrouver la verticale en faisant une courbure, un redressement, et vous allez voir une rectification. Ça veut dire que la lumière n'est pas nécessaire pour que le peuplier trouve le haut et trouve la verticale, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc ça nous a permis de décorréler le facteur gravité du facteur lumière.
Alors, chez nous, comment ça se passe? Si je fais un petit pas de côté, comment nous, on se tient debout? Comment est-ce qu'on perçoit où est le haut et le bas et comment donc on perçoit la verticale? Vous savez que ça se passe au niveau de l'oreille interne, à un endroit qu'on appelle le vestibule ici, où dans ces petits canaux disposés dans les 3 dimensions de l'espace se trouvent de petits cailloux qu'on appelle les otolithes. Ce sont des petits cailloux de calcaire, si vous voulez, qui baignent dans une sorte d'endolymphe. Alors l'endolymphe, l'image, c'est un peu la gelée de groseille, si vous voulez. Et donc, ces petits cailloux sédimentent dans cette gelée et pèsent sur les cellules qui sont à la base du canal. Ce sont des cellules ciliées, là, les petits cils sensibles sont là. Et dès qu'on bouge un peu la tête, ou dès qu'on passe de la position allongée à la position debout, eh bien, les petits cailloux changent de position, sédimentent rapidement et vont peser différemment sur les cellules ciliées. Ces cellules ciliées, alors, envoient des signaux électriques ici à travers des nerfs qui gagnent le cerveau. Et donc, c'est ainsi que nous percevons la variation de position de notre corps. En fait, en faisant cela, nous faisons de la graviperception sans le savoir, comme M. Jourdain. Donc, vous faites tous de la graviperception. Même en m'écoutant là actuellement, vous faites de la graviperception parce que vous n'êtes vraisemblablement pas couché dans votre lit, vous êtes assis sur un fauteuil ou une chaise, et donc votre torse est droit, et donc vous faites de la graviperception. Même couché, d'ailleurs, vous en faites. Ok, alors cet arbre, comment fait-il, lui? Il n'a pas d'oreille interne. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette tige? Quand on regarde ici au microscope, l'intérieur d'une tige, en vue longitudinale, vous avez des cellules, ok. Puis il y a quelques cellules dans l'écorce de cet arbre qui ont des gros grains qui sédimentent au fond des cellules, emportés par la gravité. Ces gros grains, ce sont des grains d'amidon. On ne les appelle pas des otolithes, on les appelle des statolithes, mais c'est équivalent en termes de processus. Et les cellules qui sont donc là, qui contiennent ces statolithes, sont appelées des statocytes. Pardon, excusez-moi, voilà, ce sont les statocytes, le nom des cellules sensibles, et à l'intérieur les statolithes. Alors, ici, pour vous montrer, je vous montre ici une image sous microscope qui a été réalisée au labo avec un microscope très spécial. Un microscope, c'est un truc énorme, très lourd, et nous, on voulait pouvoir visualiser en direct ce que font les statolithes lorsqu'on met la tige à l'horizontale. Et donc, pour ça, eh bien, il a fallu inventer un microscope qui bascule, en fait, dont le support où on met la lame, où on met la plante, peut basculer, passer de la verticale à l'horizontale. Et voilà ce qu'on voit ici. Donc, on vient de basculer, en gros, hein, la tige sous le microscope. Vous avez ici un statocyte, un autre ici en dessous, et puis la masse noire, là, ce sont les statolithes. Et voilà donc, zut, excusez-moi, voilà donc en direct ce qu'il se passe. Alors, ça met plusieurs minutes, c'est donc accéléré, mais on voit très nettement la chute des grains, exactement comme on appelle ça une avalanche, comme un tas de sable qui se répand lorsque la cellule a changé de position. OK? Donc, on a des statolithes qui sédimentent sous l'effet de la gravité. Bien sûr, c'est long, c'est plusieurs minutes. Vous voyez ici, le film, c'est 30 minutes, hein, ce que je vous ai montré. Mais en tout cas, on a un système tout à fait comparable au système de l'oreille interne. Alors, ce qu'on montre ici dans les tiges, on avait déjà montré ça dans les racines. Dans les pointes racinaires, il y a la même chose qui indique à la racine où se trouve le bas. Et donc, on a aussi des gros grains d'amidon qui sédimentent et qui indiquent donc la position, en fait, la verticale à la racine. Alors, maintenant, si c'est ça, si ce sont ces grains qui sont responsables de la perception de la perte de verticalité de l'arbre, je vais dire plus simplement, du fait qu'il est incliné, si c'est ça, on va le tester. Et pour cela, on utilise des machines qu'on appelle des clinostats. Un clinostat, voilà ici un clinostat très simple. C'est un petit moteur sur lequel on peut faire tourner les plantes. Donc, vous allez voir ici, je lance le film, on a ici des petites plantes qui tournent sur elles-mêmes. D'accord? Alors que le témoin ici à droite ne tourne pas. J'arrête le film.
Quand on fait tourner la plante sur elle-même, ici, vous avez à droite un petit modèle. Alors, en fait, c'est une petite boîte de tic-tac dans lequel on a mis un gel genre liquide vaisselle et des billes de verre qui simulent les statolites. Et donc, quand on fait tourner la cellule sur elle-même, alors là, ici, le film la montre tournant comme ça. En fait, il faut même l'imaginer tournant sur elle-même dans son axe longitudinal. En tout cas, quand ça tourne, vous voyez bien que les grains ne peuvent plus sédimenter dans cette espèce de jus cellulaire qui est visqueux. Et donc, en gros, la cellule ne peut plus percevoir où est le haut, où est le bas. Et donc, en faisant cela, voilà ce que ça donne sur les plantes. Donc, on va regarder la fin du film ici à droite. Les témoins qui n'ont pas tourné se sont courbés à la verticale, alors que celles qui tournent sur elles-mêmes restent parfaitement linéaires. Elles ne se courbent pas et ne se redressent pas. Ça veut dire que dans ces conditions de microgravité, en faisant tourner la plante sur elle-même, on annule la force de gravité et cette microgravité fait qu'il n'y a pas de redressement. On a fait le même genre de manip en vraie microgravité, là-haut, dans la station spatiale, où on travaille sur de toutes petites plantules, et on montre également qu'en absence de gravité, la plante ne peut pas trouver le haut du bas, il n'y a pas de courbure. Donc, on a bien un système de perception via des statolites à l'intérieur des statocytes, qui sont en gros, si vous voulez pas retenir les gros mots, qui sont en gros comme des niveaux à bulles. Donc, dans cet arbre, dans l'écorce, il y a des milliers de petits niveaux à bulles qui indiquent à l'arbre sa perte de verticalité, qui vont lui permettre de faire de la graviperception. Et dans le détail, vous voyez ici sur une petite plantule, on a dessiné une petite cellule, là où on a le tas de grains. Et en fait, la cellule, qu'est-ce qu'elle perçoit? Elle perçoit la position des grains le long de ses faces. Et donc, elle est capable de mesurer très précisément l'angle d'inclinaison qui est le sien, l'angle θ ici. Et c'est une mesure au degré près. Donc, c'est vraiment extrêmement sensible. Cette mesure au degré près, elle se fait sur plusieurs minutes quand même. Alors, c'est long. Mais l'intérêt, c'est quoi? C'est que pour l'arbre, il n'y a pas de confusion possible entre le balancement de son tronc dû au vent ou de ses branches et une vraie perte de verticalité. Imaginez qu'à chaque coup de vent, les statolites, bougent. La perception de cette perte de verticalité serait complètement faussée. Et en fait, pour les plantes, elles font plus fort que nous, parce qu'elles n'ont pas la tête qui tourne. Mettez-vous dans un manège comme celui qui est à l'écran, ça va tourner très très vite. Vos otolithes, ils vont plus savoir où ils se trouvent. À cause de cette force centrifuge, votre sens de perception de la gravité est complètement perturbé et vous avez la tête qui tourne. Pour une plante, elle a beau se trouver dans le vent, elle n'aura jamais la tête qui tourne, entre guillemets, parce qu'elle ne confondra jamais le balancement dû au vent avec la perte de verticalité, puisque là, le signal doit mettre plusieurs minutes pour se produire. Donc, une mesure précise de l'angle, on est d'accord. Mais est-ce que c'est suffisant pour se tenir debout? Alors, pour cela, je termine cette partie sur la sensibilité au stimulus mécanique et vous me direz après si j'ai le temps pour autre chose, parce que je suis bavarde. On a modélisé mathématiquement le redressement d'un arbre, d'un gros arbre. Comment on a fait? Alors, regardez, on a écrit ce qu'on sait. On a écrit, ça c'est une formule mathématique qui est assez simple à lire en fait. On a écrit que la variation de courbure du tronc, delta C, en fonction du temps, delta T, est proportionnelle à l'angle d'inclinaison A, avec une certaine sensibilité. Voilà ce qu'on dit. Donc en fait, le terme important à retenir ici, c'est qu'on exprime dans ce modèle mathématique le fait que le redressement est lié à la perception de l'angle d'inclinaison. Et on lance le modèle. Alors voilà, ici en bas, donc vous voyez le petit modèle. Alors, attendez, il faut que je pousse ça. Voilà. Le trait bleu, c'est l'arbre horizontal. On imagine, on l'a mis à l'horizontale. Il va y avoir des couleurs. Les couleurs chaudes, c'est la courbure. Les couleurs froides, ça redevient droit. Donc, voilà ce qu'on voit. On voit l'arbre qui se courbe à la base et qui se décourbe à son sommet. Tout va bien. Ça mime exactement la situation. Ah, mais en même temps, c'est bizarre, ça se recourbe. Et ça se décourbe à nouveau. Et ça va osciller ainsi à la verticale, autour de la verticale, pardon, sans jamais s'y fixer.
Ça veut dire que si on ne prend en compte que la perception de la gravité, ça ne marche pas. Le modèle n'est pas conforme à ce qu'on voit dans la nature. Donc, la graviperception n'est pas suffisante. Si elle n'est pas suffisante, qu'est-ce qui manque? Alors là encore, on s'est tourné vers nous. Chez nous, comment on fait? On a dit qu'on faisait de la graviperception, mais pas seulement. Pour nous tenir debout, on a aussi besoin d'un autre sens qui s'appelle la proprioception, c'est-à-dire la perception de notre forme propre et de la position de nos membres dans l'espace, la position de notre corps dans l'espace. Ça passe par des récepteurs mécaniques, des récepteurs à l'étirement, à la pression, au niveau de nos articulations, de nos tendons, sous la voûte plantaire, il y en a énormément, et tous ces signaux électriques sont envoyés et intégrés là au niveau du cervelet, dans un sens général qu'on appelle la somesthésie. Donc, on fait deux choses, on fait de la graviperception et on fait de la proprioception, c'est-à-dire la perception de notre forme propre. Alors, quand on a ça, on s'est dit, nous, au PIAF, pourquoi les arbres ne feraient pas pareil? On sait, grâce aux études que je vous ai présentées avant, qu'un arbre perçoit les déformations de ses cellules lorsqu'il est déformé par le vent. Donc, il est capable de percevoir une courbure, puisqu'une courbure, c'est une déformation mécanique de ses cellules. Une courbure, ça va compresser les cellules d'un côté et tirer les cellules de l'autre. Donc, on a rajouté, on va essayer ça, on a rajouté au modèle la capacité de percevoir ces déformations, c'est-à-dire ses propres courbures. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vous montre le terme qui a été rajouté. C'est toujours la même chose, hein, la variation de courbure en fonction du temps, du tronc, et fonction de l'angle d'inclinaison et des courbures effectuées avec une certaine sensibilité. Je passe sur les détails. Et donc, le modèle est là, et je le lance cette fois, et vous allez voir, l'arbre se courbe et se décourbe au sommet, et il va atteindre la verticale, et il se rectifie, il redevient bleu, vous voyez, ça veut dire parfaitement droit. Et cette fois, ça marche. On a donc montré, grâce à ce modèle mathématique, qu'un arbre perçoit son inclinaison par graviperception et qu'il procède à son redressement par courbure, et qu'il perçoit ses propres courbures, et qu'il fait donc, enfin à ce moment-là, il fait de la proprioception. Il fait les deux à la fois pour se tenir debout, exactement comme nous. Ou plus exactement, nous faisons exactement comme lui, puisque les arbres sont sur la planète depuis bien plus longtemps que l'homme. 395 millions d'années et nous, à peine 3 millions. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. On ne l'avait pas montré, on ne savait pas, c'est quelque chose qui a été découvert récemment en 2013. Alors, une preuve, vous allez me dire, vous êtes sceptique, il vous faut une preuve expérimentale de la proprioception. Ok, je vous la montre. Ici, c'est un extrait de film, d'un film que je vous recommande, qui s'appelle Le génie des arbres, qui est passé sur France 5, qui est vraiment superbe. Dans ce film, les travaux du labo sont présents, et en particulier cette machine que nous avons inventée qui s'appelle un gravitron. Le gravitron, en gros, c'est un manège à plantes. Ici, sur cette espèce de bras, on peut placer des petites plantes. Alors, ce n'est pas des gros arbres, hein, c'est des petites plantes. Et vous voyez qu'on travaille ici avec de l'arabette des dames, qui est ici symbolisée. Et on peut faire tourner ce bras, on peut le faire tourner sur lui-même. On peut d'ailleurs aussi le faire tourner comme un manège. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va faire tourner sur lui-même. Et puis, il y a un appareil photo là qui prend des photos périodiquement et on va reconstituer un film. Donc, si je regarde l'extrait du film Le génie des arbres, on voit le chercheur qui met en place les petites arabettes. Alors, elles sont bien horizontales ici. Pardon, il faut que je vous montre avec ma flèche. On voit ici qu'il met en place ces petites arabettes. Il lui a mis un petit filet là pour tenir les feuilles, parce que les feuilles aussi, elles répondent. Donc là, nous, on veut voir que la tige. Voilà ici le redressement, d'accord, qui est lié, je vous le remets, le redressement qui est lié à la perception. Donc là, ça ne tourne pas, pardon, j'ai oublié de dire. Le bras est complètement statique. Les plantes sont laissées à l'horizontale. Elles font ce qu'ont fait toutes les plantes avant que je vous ai montré. Elles se redressent par courbure. Elles vont se rectifier et retrouver la verticale, d'accord? C'est ce que montre ici ce zoom. Et ensuite, on va lancer le bras, voilà, vous le voyez tourner sur lui-même et l'appareil photo qui va prendre périodiquement ses photos. Et voilà ce qui se passe. Elles se déplient. Les plantes qui étaient courbées, dès qu'on met le bras à tourner, dès qu'on met le bras à tourner, je vais y arriver, je vous le remets, les plantes qui étaient courbées vers le haut
se décourbent et s'alignent sur elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles font là? Elles tournent sur elles-mêmes, donc elles ne perçoivent plus le haut et le bas, et elles ne perçoivent plus que leur propre forme. Elles ne font plus que de la proprioception. Elles perçoivent qu'elles sont courbées, donc elles se décourbent et elles s'alignent sur elles-mêmes, elles se rectifient. C'est la preuve expérimentale de la proprioception en absence de graviperception. Les capteurs de cette proprioception, eh bien, ils ne sont pas encore connus et ils sont en cours d'identification, mais ça se passe vraisemblablement au niveau, bien sûr, de ces cellules qui sont étirées ou comprimées. Alors, j'en suis donc là aux 2/3 de la conférence. Je n'ai pas regardé l'heure comme d'habitude et donc je ne sais pas si je dois continuer. Dites-moi. J'attends la réponse. Marie-Paul, est-ce que je continue? Catherine, oui, certains disent oui volontiers. Vous pensez qu'on en a encore pour Oh, pas longtemps, non. Je dirais un quart d'heure. Alors, un quart d'heure, je pense que tout le monde va accepter un quart d'heure. Ok, alors c'est parti. Vous êtes gentil, merci de votre confiance. Alors, maintenant, je vous ai parlé de sensibilité, bien sûr, et beaucoup sur les travaux du labo. Je vais juste vous montrer qu'il n'y a pas que le sens mécanique dans la vie des arbres, qu'il y a d'autres sens. Vous avez en tête les 5 sens, d'accord? L'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût. En fait, ça ne marche pas, ces 5 sens. En biologie, on ne les classe pas comme ça. On les classe selon la nature des stimuli, et il y a en fait 3 types de sens. Il y a des sens liés à la perception des signaux électromagnétiques. Et vous retrouvez la vue ici, parce que la lumière est un signal électromagnétique. Mais vous avez aussi d'autres sens que n'a pas l'homme, qui sont liés à la perception des champs magnétiques ou des champs électriques. Vous avez un deuxième type de sens, les sens mécaniques. Je ne vais pas en reparler, j'en ai parlé longuement. C'est le toucher, mais c'est aussi l'ouïe d'ailleurs pour nous, puisque le son est une vibration de l'air, donc c'est un signal mécanique. Et puis, vous voyez tous ces sens-là qui vont dans les sens mécaniques. Et troisièmement, les signaux chimiques. Et les signaux chimiques, c'est percevoir des molécules dissoutes dans un liquide, et ça c'est le goût, ou percevoir des molécules volatiles dans l'air, et ça c'est l'odorat. Donc on va regarder un tout petit peu ce qui se passe chez les arbres avec les signaux électromagnétiques et avec les signaux chimiques, mais je vais aller vite. Pour les signaux électromagnétiques, c'est la lumière qui m'intéresse ici, mais attention, la lumière, pas la lumière de la photosynthèse, mais la lumière en tant que signal. Juste au passage, vous savez que la lumière du soleil, c'est celle qu'on voit, la lumière du visible, celle que vous voyez là dans l'arc-en-ciel, mais c'est aussi des radiations que vous ne voyez pas, tout ce qui est en dessous du violet, ultraviolet, rayons X, etc., et tout ce qui est au-delà du rouge, infrarouge, ondes radio, etc. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir que les arbres et les plantes en général, elles voient des choses qu'on ne voit pas. D'abord, elles se voient entre elles. La preuve, regardez ici, une culture de datura. En bas, on les a plantées peu serrées. Et plus on monte dans la photo, plus les plantes sont plantées serrées, c'est-à-dire que la densité augmente. Et vous voyez que plus la densité augmente, plus la tige est haute, c'est-à-dire les plantes du bas espacées sont plus petites que les plantes du haut qui poussent serrées. Donc en gros, plus les plantes poussent serrées, plus elles poussent haut. Et regardez les arbres dans les forêts, dans les futaies, on a des arbres très élevés, alors qu'un chêne dans un pré, il sera plus petit et plus étalé. Ça marche. Donc, cette stimulation de croissance vers le haut, elle commence alors même que les plantes ne se touchent pas. Donc, ce n'est pas un signal mécanique, là. Et c'est un signal, en fait, qui a été identifié, c'est un signal lumineux. Ce signal lumineux fait qu'on peut donc dire que les plantes se voient. Alors, ce signal lumineux, je vous le présente. On peut mesurer au sommet d'un arbre, en plein soleil, les feuilles qui sont tout en haut. Voilà le spectre lumineux qu'on va mesurer au sommet de la canopée, c'est-à-dire le spectre du soleil, si vous voulez. Toutes les longueurs d'onde du visible, ici, entre 300 et 800 nanomètres, qui arrivent au sommet de l'arbre. Et puis ici, à l'ombre, quand on est sous les feuilles, vers la fin du visible ici, vous avez en fait un pic. Donc, excusez-moi, on est à l'ombre, il n'y a plus grand-chose à l'ombre. Il n'y a plus grand-chose. Il y a quoi? Il y a entre 500 et 600 nanomètres, il y a une petite montagne. C'est quoi ça, cette couleur? C'est du vert. Ça veut dire qu'à l'ombre des arbres, il n'y a plus que du vert. Il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de rouge. Et puis, il y a beaucoup de rouge, mais du rouge foncé. Donc, en gros, à l'ombre, l'environnement lumineux sous les feuilles est enrichi en rouge foncé et en vert.
Le rouge foncé, c'est l'infrarouge. Nous, on ne le voit pas. Notre œil est incapable de le voir. Donc, nous, on ne voit que le vert. C'est pour ça qu'on voit le monde végétal en vert. La même chose, c'est ici un spectre qui montre la lumière qui est réfléchie par les feuilles, la réflectance. Mais vous voyez que qu'est-ce qui est réfléchi dans une feuille? Le vert, petit pic, et l'infrarouge. Et par contre, on a des creux dans le bleu et le rouge. Pourquoi? Parce que le bleu et le rouge, ce sont les radiations que les feuilles absorbent, qu'elles gardent, parce que ce sont les radiations actives pour la photosynthèse. Donc, en gros, les feuilles vont transmettre à travers leur épaisseur ou réfléchir par leur surface uniquement du vert, c'est pour ça qu'on les voit vertes, et du rouge foncé, c'est-à-dire de l'infrarouge proche. Et ce rouge foncé, nous, on ne le voit pas, mais les plantes, elles le voient. Et elles le voient grâce à des pigments particuliers. Elles vont donc percevoir la présence de leurs voisines par la réflexion du rouge foncé de leurs feuilles. La présence des voisines égale un enrichissement en rouge foncé dans l'environnement lumineux de l'arbre. Les plantes se voient donc en rouge foncé et elles ont une vision réciproque. Elles se voient l'une à côté de l'autre grâce à leurs yeux qui sont des yeux diffus partout dans leurs cellules vivantes, leurs cellules vertes. Elles ont des pigments qu'on appelle des phytochromes et ces phytochromes sont des pigments sensibles à l'infrarouge. C'est grâce à ça qu'elles perçoivent la présence de leurs voisines. Et la réponse, c'est quoi? C'est une croissance augmentée. Elles vont croître plus vite vers le haut. Mais comme la voisine voit également la première, elle va aussi augmenter sa croissance. Ce qui fait que tout le monde pousse au coude à coude. C'est pour ça que dans un champ de blé, toutes les plantes sont à la même hauteur. Parce qu'en fait, elles ont la même compétition pour la lumière et elles se voient mutuellement. Donc, elles poussent à la même vitesse. C'est pareil dans une futaie. Dans une futaie, les arbres aussi vont atteindre une canopée, à peu près la même, parce qu'ils se perçoivent les uns les autres. Alors, c'est bien connu, hein, ces phytochromes chez les plantes herbacées, un peu moins chez les arbres, mais quand même, ce qu'on sait, ce dont on est sûr, c'est que tous les phytochromes, parce qu'il y en a beaucoup de différents, qu'on a décrits dans les plantes herbacées, sont présents dans les arbres. On les retrouve dans le génome du peuplier, qu'on connaît entièrement, on a séquencé le génome du peuplier, ou dans celui du chêne, par exemple. Et par exemple, eh bien, ça pourrait être une explication pour ces fameuses fentes de timidité des houppiers. C'est la photo que j'ai utilisée pour annoncer la conférence. Donc ça, c'est une photo qui a été prise dans une haie très auvergnate, c'est chez nous. Puis ça, c'est une photo qui a été prise plutôt sous les tropiques. Mais vous voyez que dans les deux cas, dans cette canopée à peu près monospécifique, hein, c'est une haie très assez pure, eh bien, il y a une fente, à peu près 50 cm à 1 mètre d'écart entre les houppiers qui se voient très très bien, surtout en hiver et au printemps. Et bah, peut-être que cette fente, elle est liée au fait que les feuilles, quand elles sont présentes, se voient mutuellement et que la croissance ne se fait pas. C'est une croissance qui s'évite, si vous voulez, et qui ne comble pas ces fentes. C'est une hypothèse, il y en a d'autres. Et enfin, pour terminer, des signaux chimiques. Alors, est-ce que les plantes, les arbres sont capables de percevoir des signaux chimiques? Et la première chose que je voulais vous montrer, alors là, ce n'est pas en Auvergne, hein, c'est aux États-Unis, il y a un parc qui s'appelle le Great Smoky Mountains. Ça veut dire les montagnes fumeuses, les grandes montagnes fumeuses. Pourquoi? Parce que ces montagnes, elles sont couvertes de forêts et qu'elles produisent très fréquemment une espèce de brume bleuâtre, comme une sorte de pollution, et c'est presque une pollution parce que c'est en fait des composés chimiques fabriqués par les arbres en très grande quantité qui sont libérés dans l'atmosphère. Parce que l'arbre, c'est une véritable usine chimique qui va par son métabolisme secondaire, c'est-à-dire un processus parallèle au métabolisme primaire, à partir de molécules carrefour de ce métabolisme primaire, en réponse à un stress, une plante fabrique des tas de composés qu'on appelle des métabolites secondaires. Des terpènes, des composés phénoliques, des composés azotés, il y a 3 grandes familles, et c'est par centaines, c'est chaque plante qui produit des bouquets de senteurs. De senteurs parce que la plupart sont volatiles, pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui sont volatiles, et ben, vous les connaissez, ces composés, parce qu'on en entend beaucoup parler dans les médias, on a entendu donc les différents noms, les composés organiques volatiles, les COV, en anglais les VOC.
On les appelle aussi les GLV, les Green Leaf Volatiles, les composés volatiles des feuilles, etc. Il y a ce mot de phytoncide qu'on a beaucoup lu dans certains ouvrages, comme si c'était une découverte des années 2000. Bon, les phytoncides, c'est un terme qui a été créé en 1928. Hein, donc, c'est pour vous dire qu'on connaît ça depuis longtemps. Alors, ce métabolisme secondaire, je vais aller vite. Voilà, toutes ces substances sont produites soit de manière constitutive, c'est-à-dire à un niveau basal, comme de tous les jours, soit induites par des réponses, par des stress. Dans l'air, dans le sol, c'est une myriade de composés chimiques, chez les plantes, chez les arbres. On estime que 20% du carbone fixé par jour par la photosynthèse d'une plante est libéré dans l'air sous forme de composés volatiles. Donc, c'est énorme. Ça, je l'ai mis déjà. Alors, à quoi ça sert, ces composés organiques volatiles? Ça peut servir de défense. Par exemple, chez les conifères, lorsqu'un conifère est attaqué par une chenille herbivore ou bien des pontes qui vont donner des chenilles, l'arbre va produire des composés organiques volatiles qui vont servir de répulsifs. Il produit aussi, en réponse en particulier aux foreurs de trous dans les écorces, des composés organiques volatiles et des composés dans sa résine qui sont toxiques et qui vont tuer ses agresseurs. Et puis, il produit aussi des composés organiques volatiles qui vont permettre d'attirer des amis, des alliés, qu'on appelle des parasitoïdes. Ces alliés sont des guêpes qui vont venir pondre à l'intérieur des chenilles ou des œufs ou des scolites, et donc diminuer la pression d'agresseurs sur l'arbre. Donc, tous ces composés organiques volatiles, ce sont des véritables armes chimiques, beaucoup de terpènes et de composés volatiles, ou pas, parce qu'il y en a aussi, par exemple, dans les résines. Alors, je vous ai parlé d'attraction des alliés. Juste, je voudrais vous raconter une fable. C'est la fable du pin sylvestre, de la tentrette gourmande et des chrysonotomia, donc une fable de La Fontaine. Alors, voici le pin sylvestre, photographié en Auvergne. Ce pin sylvestre, tous les jours, il fabrique des tas de composés organiques volatiles de manière constitutive qu'il relargue dans l'air. Alors, en voilà quelques-uns, pour exemple. Lorsqu'il est attaqué par la tentrette du pin, qui est un petit papillon qui vient pondre ses œufs sur ses aiguilles. Ces œufs sont emballés dans une espèce de gelée qui contient une phéromone sexuelle, la phéromone du papillon, et c'est cette phéromone que l'aiguille reconnaît. Lorsque la phéromone est reconnue, l'aiguille se met à fabriquer un composé supplémentaire qu'on appelle le bêta-farnésène, peu importe, mais c'est grâce à ce composé supplémentaire et le cocktail existant que tout ce bouquet de parfums attire les guêpes chrysonotomia, qui vont donc remonter le gradient de senteur jusqu'à l'arbre et qui vont venir pondre à l'intérieur des œufs de cette tentrette. Et donc, défendre l'arbre de manière indirecte, certes, mais de manière ciblée, puisque l'arbre recrute, pas n'importe quelle guêpe, mais cette guêpe-là. Et parce qu'il a reconnu la bonne phéromone. Donc, ce côté ciblé, ça s'apparente à notre odorat. Dans notre odorat, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des fosses nasales, il y a des neurones ici, qu'on appelle les neurones olfactifs, qui vont reconnaître des molécules odorantes grâce à des récepteurs. Je vous passe le détail, mais en gros, c'est un mécanisme clé-serrure. Le récepteur, c'est la serrure, la molécule odorante, c'est la clé, et il faut les deux qui vont ensemble pour qu'il y ait la genèse d'un signal. Eh bien, chez l'arbre, c'est pareil, hein, vous avez vu la phéromone de la tentrette qui doit être reconnue par l'aiguille. Donc, on a bien un mécanisme clé-serrure. J'ai décrit la fable du pin, mais en fait, chez les arbres, on a décrit, et chez les plantes, des récepteurs multiples avec des centaines de substances chimiques qui sont reconnues. Il y a l'exemple fameux de l'éthylène, qui est une hormone gazeuse qu'un arbre est capable de reconnaître. Et ça aussi, on le sait depuis le début du siècle à cause des becs de gaz qui, dans les villes, perturbaient les arbres pas loin parce qu'ils émettaient de l'éthylène et ça perturbait la croissance de ces arbres. Une pomme placée dans un sac fermé avec une petite culture de pousses de soja, cette pomme émet de l'éthylène lorsqu'elle mûrit et elle va perturber la croissance de ses pousses. Donc ça, c'est des choses qui sont bien connues. Et cet éthylène, comment il agit? Eh bien, il agit parce qu'il est reconnu par sa serrure. La serrure s'appelle ERT1, peu importe, et va déclencher une action au niveau cellulaire. Donc c'est pour vous montrer vraiment ce côté clé-serrure. Et cet éthylène dont je vous parle, eh bien, c'est une des substances chimiques volatiles qui est impliquée dans la communication entre les plantes. Alors, il y a plein de documents, de publications scientifiques qui montrent
que lorsqu'une plante est attaquée par une chenille, elle émet dans l'atmosphère, elle va se défendre déjà, elle va fabriquer des substances de défense elle-même, comme on a vu tout à l'heure sur le conifère, et puis elle va émettre des substances volatiles dans l'air qui vont alerter la plante voisine et la mettre elle aussi en état de défense alors qu'elle n'est pas grignotée. Donc, entre guillemets, elle va la vacciner. C'est rigolo ça quand même. Donc, une plante attaquée peut vacciner sa voisine à distance. Il y aurait des choses à apprendre de ces plantes. Alors, chez les arbres aussi, ça existe, des odeurs qui alertent les voisins d'une attaque. Par exemple, dès les années 80, on a montré que sur le peuplier, quand on arrachait les feuilles d'un peuplier pour mimer une chenille qui grignote, eh bien, les peupliers dans la pièce voisine, dans cette pièce, à quelques dizaines de centimètres, qu'on ne touchait pas, eux aussi émettaient des produits de défense. Donc, il y a bien des choses qui circulent dans l'air, une communication d'alerte. Alors, OK, mais pourquoi? Quel est l'intérêt écologique et évolutif de prévenir son voisin qu'on est attaqué, alors que le voisin est un potentiel concurrent dans la nature? Et donc, finalement, ça serait mieux de laisser faire la nature et de laisser disparaître celui qui est attaqué. Effectivement, partager les ressources diminue la valeur sélective de l'individu. Ça veut dire que plus il y a de concurrents, moins il y a à manger. Donc, finalement, laisser éliminer quelques concurrents, ça serait peut-être pas plus mal. Donc, peut-être que cette communication, eh bien, elle est un peu à nuancer. Et juste pour terminer, je voudrais vous montrer que dans les années 2000-2010, il y a des chercheurs qui se sont un petit peu opposés à cette idée de communication entre les plantes en disant « mais le signal volatile qui est émis, il est perdu très vite. En plein vent, il est perdu dans les dizaines de centimètres. Donc, communiquer d'arbre à arbre, de dizaines de mètres en dizaines de mètres, ça paraît peu probable quand même. » Et donc, ils ont plutôt dit que ces chercheurs-là, pour aller vite, ce signal qui était émis par une feuille grignotée, ce signal extérieur, il servait plutôt à la plante elle-même pour mettre en état d'alerte ses propres feuilles pendant une phase qu'on appelle la phase 1. Et que la phase 2, c'est un signal intérieur qui va maintenir l'état d'alerte de la plante, mais que globalement, la communication, elle se fait pour la plante elle-même. Et que le signal extérieur, finalement, c'est une communication qui déborde et que la plante voisine peut percevoir parce qu'elle est proche. Mais en gros, c'est une espionne, la plante voisine. Le signal ne lui était pas destiné. Voilà ce que disent ces chercheurs. Donc, il faut de la prudence encore. Quand on parle communication entre les plantes, on n'est pas sûr en fait. Enfin, du moins, il y a des chercheurs encore qui disent peut-être que ce n'est pas de la communication entre plantes, c'est peut-être de la communication intra-plante qui déborde. Je conclus, si vous le voulez bien. Nous avons vu que oui, l'arbre est un être hypersensible, mais je rajouterais comme toutes les plantes. Et on a vu qu'il était hypersensible au vent, à la perte de verticalité, à la lumière, aux signaux chimiques. J'aurais pu vous en montrer d'autres. Oui, il est hypersensible, mais finalement, comme tout le vivant, n'importe quelle cellule vivante, n'importe quelle bactérie perçoit son environnement et répond de manière adaptée. Donc, la sensibilité, c'est une caractéristique du vivant. Cette sensibilité, je répète, c'est la perception d'un facteur et la réponse adaptée. Avec la possibilité d'apprentissage, on l'a vu chez les arbres, elle existe dans bien d'autres cas. Et puis, je voulais juste attirer votre attention sur quelques interprétations discutables, en particulier sur la communication. Et je terminerai avec un peu de lecture, si vous le voulez bien. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer la naissance de mon dernier-né. Donc, c'est ce livre qui est paru le 31 mars dernier, qui s'appelle « Dans la peau d'un arbre », et dans lequel vous retrouverez, dans la partie 7, la dernière, justement, toute la question de la sensibilité des arbres, et puis plein d'autres choses, chez Belin. Et puis, si mon premier livre, vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, parce qu'il était bien sympa aussi, Dans la peau d'une plante, également chez Belin. Et puis, j'ai mis quand même des livres de collègues, celui de Francis Martin, Sous la forêt, qui est plutôt autour des mycorhizes, donc les associations entre arbres et champignons. Et puis, celui de Marc-André Sellos, qui est formidable aussi, qui s'appelle Jamais seul, qui est un livre basé plutôt sur les microbes, mais les microbes qui vivent avec les plantes aussi et avec nous. Donc, c'est vraiment très intéressant. Un autre livre aussi que j'ai mis un petit peu plus gros parce que je l'ai trouvé vraiment génial, c'est un livre d'un philosophe belge, un jeune philosophe qui s'appelle Quentin Yernaud. Il est génial, ce Quentin, et il réfléchit autour du comportement et de l'intelligence des plantes. Donc, c'est un éclairage philosophique que je trouve vraiment passionnant.
Vous pouvez aussi lire quelques articles. Il y en a un, par exemple, ici de 2018, qui est accessible en ligne. Sensibilité et communication des arbres entre faits scientifiques et gentils contes de fées. Rien que le titre, c'est pour vous dire qu'il faut se méfier quand même de tout ce qu'on lit. Et un super film dont j'ai parlé déjà dans la conférence qui s'appelle Le génie des arbres, qui a été diffusé sur Arte et qui, je ne sais pas s'il est encore visible, mais enfin, en tout cas, c'est un très beau film. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et votre présence, même si j'étais un peu longue.